Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence Good afternoon and welcome to the GECO conference. Which statistic for the 21st century? We've got five. parler. Durant la pandémie, on s'est tous jetés sur des statistiques, publiques ou pas d'ailleurs, pour savoir comment se propageait l'épidémie, comment l'économie était affectée. Et il y a eu plein d'évolutions très rapides qui se sont produites, ce qui a montré un peu tous les défis de la statistique publique aujourd'hui. Donc, heureusement, nous avons les personnes qui sont au top du sujet pour en parler avec nous. Nous avons Viveka Palm, qui est directrice des statistiques régionales et sectorielles à Eurostat. Et elle pourra nous parler de comment on mesure les interactions des activités humaines et de la nature. Le cadre international vient de changer. L'ONU a adopté un nouveau cadre réglementaire. Nous avons aussi Catherine Van Rompuy, qui est à la Banque mondiale, où elle préside le groupe d'experts sur les comptes nationaux. Donc, comment les comptes nationaux du PIB, qu'on connaît très bien, pourraient changer dans les prochaines années pour mieux prendre en compte le bien-être. Nous avons Tom Smith, qui dirige le Data Science Campus au Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni. Nous avons Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE, qui nous fera une énorme annonce sur ce qui s'est passé en France l'année dernière. Et nous avons Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, qui nous parlera de pourquoi il milite pour la création de bases de données beaucoup plus réactives et beaucoup plus précises. Mais tout d'abord, on va commencer avec un chiffre choc qui a beaucoup fait parler en France depuis un an. C'est le chiffre de 1 million de pauvres. L'année dernière, les associations caritatives ont estimé que la pandémie avait créé en France en 2020 1 million de pauvres en plus. Et depuis, ce chiffre est extrêmement repris par des parlementaires, par des membres d'associations qui disent c'est un scandale, 1 million de personnes ont basculé dans la pauvreté. C'est un chiffre qui marque beaucoup les esprits. Mais pourtant, depuis un an, on n'avait pas eu le retour de l'INSEE. Qu'est-ce qu'elle mesurait? Est-ce qu'en effet, elle mesurait une augmentation de la pauvreté en France? Eh bien, justement, l'INSEE a publié à 15 heures pour la première fois son estimation de l'évolution de la pauvreté en 2020. Donc, Jean-Luc Tavernier, je vous donne la parole. Pouvez-vous nous dire ce qu'il ressort des mesures de l'INSEE et puis comment vous comparez ce que vous sortez aujourd'hui avec ces chiffres qui circulaient avant dans le débat public? Est-ce que c'est bien d'avoir comme ça des successions de statistiques qui ne vont pas forcément dans le même sens? Merci Jade, merci pour le teasing. Bonjour à tous. La statistique de pauvreté, c'est une statistique que l'on publie avec notre calendrier habituel. Ce n'est pas une statistique qu'on a pu bousculer les calendriers, contrairement aux autres. Et c'est donc là, au début novembre, qu'on arrive à publier la première estimation du taux de pauvreté pour 2020. Tout de suspense, on l'a publié à 15 heures et ce qu'on estime, première estimation, et une seconde estimation arrivera dans 12 mois, c'est la stabilité du taux de pauvreté d'une année sur l'autre. Stabilité à 14,6% de la population française, ça fait quand même 9,3 millions de pauvres. Et effectivement, c'est assez différent de ce qui est dans le débat public depuis que les associations, un certain nombre de responsables associatifs, en tout cas, ont parlé d'un million de pauvres en plus il y a déjà un an. Je vais sortir ce chiffre tout de suite de réserve et c'est peut-être un premier message. Méfiez-vous des gens qui vous donnent des chiffres sans les assortir de réserves et de limites. La première réserve, c'est que par nature, on ne tient pas compte des revenus non déclarés. Et que les revenus non déclarés des plus modestes ont pu souffrir davantage dans la crise. On a aussi une assez mauvaise couverture des étudiants lorsqu'ils ne déclarent pas leurs revenus avec leur famille. Et puis, autre réserve, bien sûr que la question de la pauvreté ne se résume pas à un taux. Alors, le taux de pauvreté, c'est quelque chose qui est un peu fétiche, qui est quelque chose qui peut se comparer facilement d'un pays à l'autre, avec les mêmes conventions internationales, donc c'est pratique. Mais il y a pu avoir, à taux de pauvreté identique, une intensification de la pauvreté pour ceux qui étaient déjà pauvres, mais les plus précaires, qui ont pu souffrir particulièrement au cours du premier confinement. Alors, pour autant, il nous a semblé que le message que donnait cette estimation était assez robuste
pour qu'on le publie, pour qu'on y mette le timbre de la statistique publique. Et il n'est pas à nos yeux totalement surprenant, hein. On n'a jamais adhéré à cette idée qu'il y aurait 1 million de pauvres en plus. Parce que on voit bien qu'on a publié déjà à la fin de l'année l'évolution globale du pouvoir d'achat du revenu des Français, qui était une préservation du pouvoir d'achat des revenus. Et donc, pour que le taux de pauvreté baisse, il aurait fallu que le revenu baisse vraiment pour les plus pauvres et qu'il augmente pour les plus riches. De fait, c'est peut-être ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu énormément d'aides, comme dans d'autres pays, d'aides exceptionnelles en faveur des plus modestes, hein. Alors, il y a eu le chômage partiel, l'activité partielle. Il y a eu le fonds de solidarité pour les entreprises qui avaient dû fermer au moment du confinement. Et il y a eu des aides, des allocations et des prestations exceptionnelles à différents mois de l'année dernière pour les ménages les plus modestes, sous conditions de ressources. Sans tout ça, le taux de pauvreté aurait augmenté. Alors, peut-être pas la population de pauvres, peut-être pas d'1 million, mais à coup sûr de plusieurs centaines de milliers. Et toutes ces aides ont permis de compenser cette évolution spontanée et d'arriver à ce résultat. Peut-être qu'ensuite, il faut que je vous dise pourquoi on est si long et pourquoi je viendrai à d'autres exemples plus tard. Contrairement à ces autres exemples, on n'a pas réussi à bousculer le calendrier. Bon, c'est compliqué de calculer un taux de pauvreté. Il faut essayer d'estimer une distribution des revenus, hein, parce que le taux de pauvreté, c'est la population dont le niveau de vie est 60% en dessous du revenu médian. Bon, c'est un peu technique, mais c'est la Convention internationale. Et il faut avoir une idée de la distribution des revenus, pas seulement des agrégats, mais comment les revenus évoluent selon le niveau de vie, selon la composition familiale, selon la place dans l'échelle sociale. On le fait de manière fiable quand on dispose de toutes les données de l'administration fiscale, de toutes les données des caisses de sécurité sociale. Ça sera l'an prochain. On a publié récemment cette donnée-là pour 2019. Et pour éviter quand même ce délai qui est trop long à l'heure où on parle, on a décidé il y a quelques années, après avoir fait plusieurs expériences probantes, de développer un outil de microsimulation qui est assez fiable. Et donc, c'est cet outil de microsimulation, je ne vais pas rentrer dans les technicalities, hein, mais c'est cet outil de microsimulation qui conduit à ce résultat qu'on publie aujourd'hui de message global de stabilité du taux de pauvreté. On a essayé de voir comment on pouvait avoir un faisceau d'indices pour essayer de remplir le vide et de ne pas attendre autant, mais rien de très probant en fait. On a travaillé avec différents réseaux bancaires et du reste, aujourd'hui, on publie aussi une étude originale sur les données de la Banque postale. On a travaillé avec les associations qui dispensent l'aide alimentaire. On a amélioré les publications, c'était côté DREES, pas INSEE, mais côté DREES, les publications sur le nombre de bénéficiaires de minima sociaux qui sont publiés plus rapidement. On a regardé l'évolution des recours aux commissions de surendettement ou les impayés de loyer. Tout ça donne des résultats en fait assez contrastés, hein. Il y a un peu plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire, de l'ordre de 7 à 10%. C'est pas une explosion, hein, mais il y a effectivement une augmentation de l'aide alimentaire en 2020. Il y a plus de bénéficiaires du RSA, mais il y a aussi une augmentation du recours. Il y a en revanche moins de cas de surendettement et il y a, c'est ce que montre l'étude avec la Banque postale, plutôt dans les différents réseaux bancaires, moins de cas de découvert bancaire, y compris parmi les ménages modestes. Donc, dans tout ça, il n'y a pas de baguette magique, pas de silver bullet, on dirait en anglais, qui nous aurait permis de sortir un chiffre alternatif. C'est pour ça, je dirais, qu'on a vécu pendant 1 an en rangeant d'autres freins, hein, si on peut dire, avec ce chiffre qui avait pignon sur rue, bien que peu documenté, à vrai dire, hein, d'1 million de pauvres en plus qui avait été avancé dès le début octobre 2020. Alors, on a là un exemple un petit peu différent de ce qu'on a pu faire ailleurs dans la crise. Et je vais prendre différents exemples pour montrer qu'à chaque fois, il y a ce débat entre la rapidité de publication et la robustesse, la fiabilité de ce qu'on publie. On rêve tous, bien sûr, de publier vite et de quelque chose de fiable, de reliable. Bon, ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est possible, parfois, il faut choisir entre les deux. Et dans ces cas-là, quand on est côté statistique publique, plutôt que de faire du quick and dirty, hein, de publier vite quelque chose qui n'est pas robuste, qui n'est pas stabilisé, on préfère attendre. Je vais vous prendre différents exemples pour illustrer mon propos.
Un exemple où on a remonté très vite de l'information, c'est le recensement du nombre de décès. Et là, ce qu'il a fallu faire dès la fin du mois de mars 2020. Là, ce n'est pas très compliqué. On reçoit à l'INSEE les actes d'état civil, les actes de décès, dans un délai en général de 10 jours après que le décès ait eu lieu. Donc, il n'y a pas de problème de robustesse. Il fallait juste qu'on améliore nos remontées d'informations, nos chaînes de traitement, la manière dont on arrivait à exploiter l'information pour la sortir au plus vite dès qu'on l'avait. Et c'est ce qu'on a fait dès la fin du mois de mars. Pour la question de l'effondrement, la mesure de l'effondrement du PIB et de la consommation au mois de mars 2020, ça a été un petit peu compliqué parce que si on utilise l'arsenal habituel des comptes, il faut attendre des données fiscales, des données qui arrivent avec pas mal de retard. Et donc, on ne pouvait pas prendre la mesure aussi vite de l'effondrement de l'économie. Et en fait, si on a publié quelque chose le 26 mars, j'ai décidé de publier le 26 mars 2020, je pense qu'on était les premiers au monde, une estimation de chute du PIB et de la consommation à l'époque de moins 35%, c'est que j'ai considéré que l'ordre de grandeur était fiable, était robuste, parce qu'on avait pu disposer, grâce à la crise c'est aussi parfois des opportunités d'accélérer les partenariats, on avait pu disposer des données de transactions par carte bleue. Et ces données-là, c'était vraiment du dur qui remonte très vite et qui montrait très, très brutalement, le jour du premier confinement, la chute de la consommation dans les magasins. Et de fait, l'ordre de grandeur s'est révélé relativement fiable, puisqu'au final, on estime qu'on est plutôt plus proche de moins 30 que de moins 35%, mais lors du premier confinement, mais c'est à peu près ce qu'on avait estimé. On a de la même manière regardé où les Français s'étaient installés dans le confinement avec les données de téléphonie mobile. Et là aussi, en travaillant avec les opérateurs, on a pu en quelques semaines arriver à quelque chose de valable. Mais vous voyez, pour ce qui est de la pauvreté, non, on n'avait rien qui nous permettait d'avancer un chiffre alternatif, différent de celui de ce million de pauvres, quand bien même il nous paraissait, et j'avais d'ailleurs l'occasion de le dire à la Commission des finances, comme par ailleurs, il me paraissait beaucoup trop élevé. Voilà. Alors, puisque le sujet général, c'est la statistique au XXIe siècle, quels sont les enjeux? On voit bien qu'il y a un enjeu qui me semble important, qui est dans une société où chacun peut être porteur d'informations, où l'information est accessible plus rapidement, où il est facile finalement de faire des petites enquêtes par Internet, de publier les résultats, ou pour une entreprise qui dispose de données de gestion, d'en tirer quelque chose qui ressemble à la statistique. On va avoir de plus en plus cet arbitrage, de savoir si on doit laisser un chiffre prospérer, quand bien même on juge peu robuste, et continuer à tenir ce que je pense préférable sur notre position de ne publier pour notre part que lorsqu'on a des choses très robustes. Alors, ça ne nous empêche pas d'essayer d'améliorer la rapidité de travail, d'améliorer la rapidité de production, mais parfois on bute et on ne peut pas faire mieux. Et dans ces cas-là, pour moi, la solution, c'est quand même d'arriver à faire, sur un marché de l'information qui est devenu un peu erratique, un peu compliqué, arriver à faire le partage entre l'information sourcée, documentée, rigoureuse, assortie de réserve, et puis l'information qui arrive comme ce million de pauvres, tout de go, sans documentation, mais qui peut avoir aux yeux des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs la même valeur. Et ça, c'est un énorme problème pour nous, un énorme challenge. Voilà. Merci. Quand vous parlez de bases de données nouvelles que vous avez utilisées pendant la crise, comme les données CB, les données de l'opérateur Orange, ça fait penser justement à toutes ces… C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de données partout, lesquelles on peut utiliser pour mettre dans la statistique publique ou pas. Et ça me donne envie de donner la parole à Tom Smith, qui justement travaille dans cette histoire de comment je fais pour prendre le big data, toutes les avancées qu'on a aujourd'hui dans le big data, et mettre ça dans la statistique publique, améliorer la statistique publique avec le big data. Tom, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail et de quelles nouvelles bases de données on peut utiliser aujourd'hui pour améliorer la statistique? Many thanks. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais parler de l'utilisation des big data pour comprendre l'économie, la société, l'environnement et comment elles peuvent compléter le travail que Jean-Luc vient de décrire.
et comment l'améliorer également et comment comprendre mieux le monde et améliorer notre responsabilité. Donc, pour commencer, je vais donner un aperçu de l'Institut de statistique. Donc, je travaille pour l'Institut de statistique britannique et notre rôle est de documenter, d'étayer les décisions, de donner des outils aux décisionnaires pour qu'ils puissent prendre des décisions et des politiques pertinentes. Notre travail est réalisé à l'échelle nationale, internationale, mais également locale. Et je vais donner quelques exemples de travail local pour illustrer l'utilisation des big data dans les statistiques. Donc, voici quelques exemples très courts d'utilisation concrète des data dans les statistiques. Et j'expliquerai également comment améliorer les statistiques. Je vais expliquer un petit peu les big data. Personne ne comprend réellement ce que cela signifie. Et elles font souvent peur. Mais dans tous les cas, elles viennent de toutes les activités qui sont réalisées dans le monde. Je vais prendre un exemple. Donc, lorsque la pandémie a été déclarée, comme de nombreux instituts de statistiques, nous avons essayé de savoir comment publier des statistiques très rapidement pour documenter cette évolution et dans un délai de quelques semaines ou de mois. Donc, nous avons regardé les sources que l'on pouvait utiliser. Nous avons essayé de voir comment on pouvait publier des données très rapidement. Et c'est une perspective qui est un peu différente par rapport aux autres instituts de statistiques. Parce que nous publions uniquement des données solides. Il y a également un autre aspect à prendre en compte. Donc, ce que nous publions doivent étayer des décisions. Elles vont être prises de toute façon. Donc, nous devons publier des informations qui soient exhaustives, qui soient au moins complètes à 80%. Elles doivent être assez fines pour que les villes, par exemple, les décisionnaires municipaux puissent utiliser. Donc, nous devions donner des données beaucoup plus précises et plus sectorielles également. Je vais vous donner un exemple. Donc, nous avons utilisé notamment les données sur les imports, l'export, les échanges internationaux. Il existe de nombreuses sources. Nous avons par exemple le transport maritime qui donne l'emplacement de chaque navire pratiquement en temps réel. Et ce sont des données que produisent les navires eux-mêmes, pour la navigation évidemment. Et ce sont des données que l'on peut utiliser pour d'autres usages. Elles ont été créées pour un but et nous, statisticiens et scientifiques, nous pouvons les détourner pour d'autres usages. Donc, nous avons utilisé nous avons des données que nous recueillons toutes les 2 secondes par satellite.
et qui produisent un flux d'informations très rapide. Donc, c'est un grand volume de données massives. Nous avons travaillé avec les Nations Unies et des experts internationaux sur ce sujet pour pouvoir produire un programme de travail qui exploite ce type de données. Donc, cet outil est maintenant disponible pour des instituts de statistiques. Donc, nous l'utilisons pour utiliser le trafic dans les ports et l'heure également, mais elles peuvent être utilisées dans d'autres domaines. D'autres institutions ont utilisé ce type de données durant l'année. Les données qui ont été très difficiles à recueillir avant la pandémie, eh bien, ont pu être recueillies durant la pandémie. Donc, voici les résultats que nous avons publiés. Donc, tous les jours ou toutes les semaines, vous pouvez utiliser ces données pour produire des statistiques et mieux comprendre l'import et l'export durant cette période. Donc, cela donne des informations complètes qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions. Dans le cas présent, j'ai utilisé les données sur les mouvements de population, sur les mouvements des voitures et de la population. Donc, par exemple, ce qui se passe durant le confinement ou ce qui se passe durant la pandémie ou des données donc sanitaires. Et tout ça pour créer un modèle et nous avons accès à ces données de manière sûre. Ce que je vous montre, c'est les caméras de surveillance qui sont sur les routes, qui permettent de comprendre le trafic, le mouvement du trafic. Et nous avons produit des cadres pour pouvoir réutiliser ces données et avoir un flux d'informations fiable sur le trafic, à la fois des voitures, des camions, mais également des déplacements de population. Et nous pouvions avoir ces données à la minute près à partir de toutes les caméras de surveillance du pays. Le modèle est très complexe. Cela nous emmène un peu plus loin dans la modélisation statistique, mais voilà, et qui pose des questions également sur le lien avec la science économique en général. Donc, comment utiliser les statistiques pour cette utilisation-là? Tous ces modèles sont en open source. Et donc, les données sur la circulation routière sont très utiles et très faciles à recueillir. Donc, nous avons travaillé avec des autorités locales à travers le pays pour pouvoir appliquer cette démarche à peu près partout. Donc, je vais donner encore 2 exemples. On voulait voir les emplois qui étaient disponibles et qui étaient annoncés. Nous savons qu'il y a des pénuries dans certains domaines et dans certains lieux géographiques. Et nous avons utilisé donc les annonces, les publications d'annonces de postes vacants. Et donc, le travail que je vous montre
est issu d'une plateforme qui s'appelle Adzuna, qui publie des offres d'emploi et qui en publie à peu près 100 millions de février 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et le résultat montre les domaines dans lesquels les offres d'emploi sont le plus publiées. Donc, ces données statistiques viennent compléter ce que nous savons déjà. Le premier exemple que je vais vous donner a été produit grâce aux caméras de surveillance. Donc, nous pouvons l'utiliser également pour la comptabilité d'écosystèmes. On peut mesurer également la végétation en milieu urbain, donc dans les BIC, qui pourrait être très intéressante sur le plan environnemental. Il existe des images issues de Google Street View et que nous avons utilisées pour 102 villes au Royaume-Uni, mais on n'a pas toujours utilisé cet outil. Les photographies aériennes et les imageries satellites ont été également utiles pour mesurer la végétation dans le pays. Je vais m'arrêter là, mais j'espère que cela vous aura donné quelques exemples d'utilisation des données massives, des big data, pour renforcer ce que nous savons déjà sur l'économie, la société, l'environnement, et pour élargir la production de statistiques publiques. Donc, je m'arrêterai là. Et je vais rendre la parole. Je suis prête à entendre des questions. Yes, we have a question from the audience. They say that those use of big data can Du coup, quid des pays en développement? Est-ce qu'eux peuvent utiliser le big data ou est-ce qu'ils doivent commencer, entre guillemets, par la base de développement d'un outil statistique très fiable au risque d'avoir des erreurs s'ils se lancent déjà dans ce que vous venez de décrire? Very good question. The sources that we are looking at Bonne question. Donc, elles viennent, les données à l'échelle mondiale peuvent être utilisées dans n'importe quel pays. Donc, j'ai utilisé, par exemple, les données sur les transports maritimes. Eh bien, cela a été utilisé par les Nations Unies, la plateforme des Nations Unies, pour évaluer le trafic de transport à l'échelle mondiale. Ça a été utilisé par l'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique de l'Ouest, pour mesurer leur trafic dans leurs ports. Donc, cela peut être utilisé dans d'autres pays, des pays développés comme des pays en développement. Merci beaucoup. Je rappelle aux spectateurs que vous pouvez poser vos questions en envoyant un SMS au numéro qui doit s'afficher normalement sur votre écran. Et tant qu'on parle de cette question des données qu'il faut avoir très rapidement, j'aimerais avoir l'avis de Xavier Timbaud de l'OFCE, puisque Xavier, vous militez pour la constitution de bases de données beaucoup plus précises, actualisées beaucoup plus souvent sur les revenus des personnes, leur mode de déplacement, enfin, qui nous permettrait de mieux calibrer les politiques publiques, ce qui permet un peu de faire le lien avec aujourd'hui, on a beaucoup de défis environnementaux. Est-ce que la statistique publique est adaptée pour conseiller les gouvernements qui doivent mettre en place des politiques? On a bien vu avec la hausse de la taxe carbone en France en 2018
qu'il y a eu un soulèvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça aurait pu être mieux anticipé s'il y avait eu des bases de données plus précises? Alors, dites-nous en plus sur la solution selon vous. Merci beaucoup, Jade. La solution, c'est pas forcément, c'est un peu présomptueux, mais c'est en tout cas les pistes dans lesquelles il faut essayer de comprendre quelles peuvent être les évolutions de la statistique publique et de partir de ce qu'on peut faire. Ce que nous a montré Tom Smith est absolument fascinant sur l'utilisation de données qui existent et qui ne demandent qu'à être collectées pour être ensuite utilisées. Et on voit tout de suite les utilisations qu'on peut faire de ces données qui sont à la fois extrêmement précises et qui sont aussi disponibles quasiment en temps réel, et donc qui permettent de faire des choses assez extraordinaires. Mais on doit aussi toujours se poser la question de savoir à quoi sert la statistique publique. Elle sert évidemment à informer, elle sert à faire les politiques, mais dans l'histoire de la statistique publique, quand elle a été mise en place aux États-Unis, par exemple, après le travail de Simon Kuznets, la statistique, elle cherche à répondre à des besoins très particuliers en matière de politique publique. Dans les années 30, le besoin, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passait pendant la Grande Dépression et qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la Grande Dépression. Et le problème qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'on avait beaucoup d'informations éparses, mais qu'on n'avait pas un cadre qui permettait d'unifier et de synthétiser cette information pour savoir est-ce qu'on est en crise, est-ce que cette crise est grave, est-ce qu'elle est générale ou est-ce qu'elle est spécifique, est-ce qu'elle est dans juste quelques secteurs ou est-ce qu'elle se transmet à l'ensemble de l'économie, par quel mécanisme et par quel canaux elle se transmet. Voilà, ça c'était la question qui se posait et la comptabilité nationale, elle a été construite pour répondre à cette question. Aujourd'hui, on a la question environnementale, le défi environnemental. Et pour répondre au défi environnemental, il va nous falloir aller beaucoup plus loin que de mesurer l'état de l'environnement. Ça peut paraître curieux de dire ça, mais en fait, les politiques environnementales demandent de modifier les comportements de chacun très en profondeur. Donc, modifier les comportements, ça veut dire il faut arriver à changer la façon dont vous vous déplacez. Non seulement la voiture que vous utilisez pour vous déplacer, mais aussi la nature des déplacements que vous faites, l'heure à laquelle vous les faites, l'endroit où vous habitez par rapport à l'endroit où vous travaillez, qui va permettre de réduire aussi ces temps de déplacement, les modes de transport que vous pouvez utiliser ou pas. Et on va mettre en place tout un tas de politiques publiques pour essayer de vous faire changer votre comportement. Ça peut être par la taxe carbone, augmenter le prix du fuel ou du carburant que vous mettez dans votre voiture. Mais demain, ça peut être aussi mettre en place des transports en commun, mettre en place des horaires décalés, mettre en place des politiques urbaines qui viseront à ce que les gens habitent plus près de leur emploi. Donc, toutes ces politiques vont demander à ce qu'on soit capable de mesurer très précisément vos comportements pour pouvoir d'abord identifier ce qu'on peut faire. Est-ce que vous utilisez votre voiture? Est-ce que vous habitez loin? Pourquoi vous habitez loin? Donc, qui sont ces personnes et comment elles se comportent? Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'environnement directement, c'est vraiment dans les comportements que ça se passe. Pouvoir savoir donc, quelle est la diversité, quelle est l'hétérogénéité, et ça c'est le mot-clé, c'est qu'en fait il y a tellement de situations différentes qu'il faut arriver à les prendre en compte, et ça demande une information qui va devoir être très très fine au niveau des individus. Alors forcément avec des sondages, des échantillons, on ne pourra pas connaître la vie de tout le monde, mais on devra connaître la vie de beaucoup de gens pour pouvoir prendre en compte beaucoup de catégories différentes suivant l'endroit où vous habitez, votre structure familiale, votre type d'emploi, votre âge, tous ces éléments-là vont être probablement des déterminants importants. Et puis ensuite, on va mettre en place des politiques. Donc, on va mettre en place un bonus, malus, pour voir si vous changez de voiture, enfin, pour vous pousser à changer de voiture. On va mettre en place une prime déplacement qui va favoriser les transports doux du point de vue de votre employeur. On va mettre en place des transports en commun dans certaines villes. On va mettre en place un péage urbain, peut-être, pour limiter l'utilisation de la voiture, un péage urbain à certaines heures. Donc, on peut imaginer tout un tas de solutions. Mais chacune de ces solutions, il va falloir les évaluer parce que chaque solution aura un coût soit pour les finances publiques, soit en termes d'application de contraintes sur le comportement de chacun, et puis elle va apporter un bénéfice qui sera le changement de comportement. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, Mathieu Glachant, par exemple, qui est un chercheur, a fait des travaux très intéressants sur les incitations sur la rénovation au logement. Ce qu'il montre, c'est qu'il y a une grande distance entre ce qu'on pense qui va se passer quand on met des dispositifs d'aide et ce qui se passe effectivement. Et cette grande distance, elle est liée au fait que chacun perçoit les dispositifs, les utilise d'une certaine façon, qui n'est pas exactement celle qu'on pouvait avoir en tête. Et du coup, les résultats, en tout cas, c'est un des résultats de Mathieu Glachant, les résultats sont très décevants par rapport à ce qui était attendu. Donc, si
il faut être capable d'évaluer les politiques, savoir si elles ont été efficaces ou pas, parce que ça, c'est la clé pour soit les abandonner et en choisir d'autres, et mettre ses moyens sur des politiques qui fonctionnent, soit les renforcer, les modifier, de façon à ce qu'elles aboutissent à des résultats. Et tout ça, ça va demander non seulement de bien connaître l'hétérogénéité de la situation de chacun, tous les gens dont on veut changer le comportement, mais d'être capable aussi de suivre les comportements dans le temps et de pouvoir associer ça avec des politiques, pour pouvoir évaluer ces politiques et pour pouvoir modifier ces politiques, ajuster ces politiques en fonction des objectifs. Le grand défi du changement climatique, c'est qu'en fait, on a un objectif de réduction des émissions de carbone, la neutralité carbone, et que cet objectif, il a une date qui est fixée qu'on ne peut pas négocier. Donc, on doit avoir des politiques efficaces. Il ne suffit pas de mettre des moyens, il faut avoir les résultats. Et pour avoir les résultats, il va falloir suivre tout ça très en détail et très en profondeur. Et ça va être un défi pour la statistique publique, parce que d'un côté, on aura ces données qu'on est capable de collecter, par exemple, par le big data, et il y a des choses qui sont tout à fait fascinantes, mais il va y avoir un effort à faire pour quand même arriver à ce que ces données, plus d'autres, puissent fournir les instruments dont on va avoir besoin pour élaborer les politiques publiques de demain, politiques publiques qui, peut-être pour la première fois dans l'histoire de la statistique, vont devoir nous donner une grande finesse d'analyse à un niveau très très fin, au niveau des individus, et avec une granularité temporelle elle-même aussi très très fine pour pouvoir réagir. Alors réagir, c'est pas réagir comme dans la crise Covid en quelques mois à un choc pour savoir qui a perdu de l'argent, qui est en situation difficile ou pas. Et la rapidité de l'utilisation des données de carte bleue, par exemple, permet d'aller vraiment très très vite. Dans les politiques environnementales, l'échelle de temps est un petit peu plus longue, mais elle n'est pas beaucoup plus longue. Et de ce point de vue-là, il y a un gros travail dans la statistique publique. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais poser à Tom Smith au passage. Il y a d'un côté cette collecte des données qui est faite, mais il faut arriver à un moment ou un autre à avoir un cadre dans lequel ces nouvelles données arrivent à trouver leur place et à s'articuler avec les autres. Et puis même au-delà de ce cadre, il y a aussi une question d'un terme un peu technique, mais qui est quand même très important en termes de données, qui est une question d'appariement. Quand j'ai repéré des données de trafic à un endroit, comment je peux ensuite réassocier ça à d'autres données que j'ai sur les individus, sur l'endroit où ils habitent, sur les modes de déplacement qu'ils ont. Quand j'ai des données sur les bateaux et les GPS, comment je peux relier ça ensuite à des statistiques plus habituelles sur le commerce extérieur et comment je peux apparier ça pour pouvoir renforcer la quantité d'informations qu'il y a dans mes données et pour pouvoir aussi ensuite m'en servir à la fois soit de façon prédictive, soit de façon analytique. Merci. Alors, avant de redonner la parole à Tom Smith, qui aura sûrement envie de répondre, et puis peut-être aussi à Jean-Luc Tavernier, qui pourra nous dire si l'INSEE pourrait faire ses bases de données ou combien ça coûterait, j'aimerais entendre Catherine Van Rompuy parce que elle travaille, elle, depuis longtemps sur cette question de comment on améliore les statistiques publiques dans le cadre du changement climatique et comment on intègre mieux les questions à la fois environnementales et de bien-être dans le PIB classique. Et cette question, en fait, elle n'est pas nouvelle. Ça fait une dizaine d'années que le rapport Stiglitz avait dit il faut améliorer le PIB, qu'il y a des faiblesses sur la mesure. Je vois Jean-Luc Tavernier hocher la tête. Bon, vous nous direz pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais Catherine, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a l'impression que ça prend autant de temps d'améliorer le PIB, de changer les statistiques d'ici à quand il pourrait y avoir des changements concrets sur les standards nationaux. Quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit 2025, on se dit mais c'est dans tellement longtemps. Qu'est-ce qui prend du temps exactement et quels changements concrets, au-delà de toutes ces évolutions dont on discute de manière abstraite, concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer? Thank you, Jade. I'll just share a few PowerPoint slides to address some of your questions. Je vais partager donc mon PowerPoint juste pour répondre déjà à certaines de vos questions. Je ne sais pas si vous les voyez. En tout cas, moi, je ne les vois pas. On voit votre écran. Oui. Ah oui, You see my slides? Non, votre écran. We see your screen. How about now? Et maintenant? Yes, we see them now. Okay, perfect. Thank you very much. So thanks again, Jade. And to respond to these very important... Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question très importante,
J'aimerais commencer par dire donc que ces données sont basées sur les données internationales. Et donc ces données standards sont disponibles en France, au Canada, dont je suis originaire, mais également pour les pays moins développés en Afrique. Et ces standards ont pour objectif, donc, après avoir de pouvoir être utilisés, et surtout de bénéficier du blanc-seing d'experts qui ont travaillé dans le monde entier. Si souvent, les chiffres qui peuvent être cités dans les rapports ici et là sont souvent mal utilisés. Et puis, c'est aussi un phénomène multidimensionnel et il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre réellement ces phénomènes dans leur ensemble. Donc, toutes ces données doivent être relevées périodiquement, analysées et d'être révisées avec différentes actualisations. Donc, nous avons les recommandations Stiglitz pour évaluer le bien-être. Il faut tenir en compte le revenu et la consommation plutôt que la production. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous donner quelques informations sur le contexte. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses se sont produites ces derniers temps. Toutefois, nous devons nous assurer que ces standards sont les plus valables possibles et qu'ils peuvent s'adapter, s'ajuster au plus grand nombre de pays possible. Donc, quelques points importants concernant donc, ce rapport qui a été publié sur 2010-2019. Des recommandations ont été formulées, notamment au niveau national pour les pays. Et nous avions donc à cet égard des recommandations qui ont été formulées, alors non pas seulement pour évaluer le bien-être, comme je l'ai dit précédemment, mais pour mettre l'accent sur la perspective des ménages et la production de manière générale, de prendre en compte le revenu et la consommation aux côtés de la richesse, et d'accorder plus d'importance à la répartition des revenus, de la consommation et de la richesse. Et aussi pour élargir les mesures du revenu aux activités non marchandes. Les comptes satellites ont aussi vu le jour, se sont développés et des directives ont été formulées aussi pour ces comptes satellites. Pour ces comptes satellites, des mécanismes facultatifs pour élaborer des questions d'intérêt social ont été proposés, qu'elles soient liées au cadre central, mais différemment de celui-ci. Des tableaux de bord et des cadres d'indicateurs du bien-être ont été développés. Vous en avez peut-être entendu parler. Et donc, vous avez, dans la sphère des statistiques macroéconomiques, ces tableaux de bord et ces cadres indicateurs qui ont été donc développés. Donc, d'un côté, le bien-être actuel. Et d'un autre côté, ce qu'on attend. Vous savez que tout ceci est à rattacher aux objectifs de développement durable, donc 17 au total. Et enfin,
de différentes organisations internationales, notamment la Banque mondiale, se sont penchées sur ce concept et sur l'évaluation de cette mesure hein, de la richesse. Ces estimations portent sur les concepts traditionnels de richesse nationale concernant le capital produit et le capital financier pour inclure le capital naturel et humain, même si cela reste encore difficile à mesurer. Aussi, se pose donc la voie à suivre, je veux dire une voie pragmatique à privilégier, et il est nécessaire d'élaborer un cadre général avec des liens avec les micro-données, donc avec différents aspects touchant à la durabilité et au bien-être. Et quand nous nous penchons sur ces avancées, au-delà de ce cadre général, il nous faudrait aussi fixer un objectif plus réaliste, notamment avec des modules étendus en s'appuyant sur l'ensemble des directives déjà disponibles. Parce que le cadre général qui est souhaitable ne sera peut-être pas réalisable dans l'immédiat. Aussi, comme je le disais, nous avons décidé de suivre une voie pragmatique et que l'on peut réintégrer dans ces données macro-statistiques. Aussi, nous avons défini 5 domaines envisagés, à savoir tout d'abord la répartition du revenu, de l'économie de consommation et de la richesse des ménages, réellement rémunérés dans les services domestiques, le travail, l'éducation et le capital humain, santé et conditions sociales, et enfin comptabilité environnementale et économique. Et on y reviendra un petit peu en détail un peu plus tard. Ça, on ne va pas justement donner trop de détails, mais tout simplement vous proposer les points sur des directives proposées. Alors, il s'agit vraiment donc de répartition pour les ménages. D'un côté, la granularité accrue au sein du cadre central, mais également le travail de service non rémunéré des ménages, santé et conditions sociales, et travail, éducation et capital humain. Donc, voici là les 4 points essentiels. Si l'on pense aux services non rémunérés des ménages, cela peut être de s'occuper des enfants, que cela nécessite aussi d'aborder les choses de manière plus large. Pour ce qui est de la santé et des conditions sociales, nous évoquons l'importance accrue du secteur des soins de santé, la remise en question des classifications existantes et augmentation du niveau de détail. Pour ce qui est du travail, de l'éducation et du capital humain, nous pensons à proposer donc de nouveaux comptes de travail, de nouvelles informations sur l'éducation et la formation et l'extension des actifs de capital humain alternatifs. Là, c'est vraiment un point important pour nous, le capital humain et l'investissement. Voici donc quelques-uns des exemples qui ont été proposés. Il y en a bien plus. Nous arrivons à une douzaine de propositions au total. Certains sont plus adaptés donc, à la question environnementale. À titre indicatif, nous pouvons citer la propriété et l'épuisement des ressources naturelles en mettant l'accent sur les nouvelles mesures nettes corrigées de l'épuisement, classées sur les principes de la propriété économique, les ressources biologiques, pour repenser les concepts de production et d'actifs. Cela vaut pour les actifs cultivés, mais également le traitement des permis d'émission, prendre en compte l'atmosphère comme un actif et les implications
qu'elles ont. Peut-être un autre point qui n'a pas été mentionné, c'est l'énergie. Aussi, si nous revenons sur votre question et pourquoi cela prend tant de temps, vous pouvez l'imaginer, je ne vous parle que de certains aspects parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont évoqués dans le rapport, la numérisation, la mondialisation, mais le développement de standards demande qu'il en soit beaucoup de temps, mais ça demande aussi l'implication d'organisations au niveau international, des organisations de la statistique publique et la communauté de la recherche pour s'assurer que ces standards sont appropriés, peuvent s'appliquer, et ce dans différents pays, et qu'ils sont aussi faisables. Quand je dis faisable, c'est susceptible d'être appliqué, d'être mis en œuvre. Aussi, pour vous donner quelques illustrations, surtout une idée des contraintes temporelles, nous venons de lancer un processus en mars 2020 et à présent, nous sommes en cours de développement de lignes directrices pour les équipes d'experts dans différents domaines, et ce, pour le monde entier. Et nous travaillons et organisation des consultations aussi dans différents pays. D'ici au mois de mars, nous espérons donc avoir déjà certaines de ces recommandations, et d'ici octobre 2024, nous rédigerons la version finale du manuel. Nous espérons donc avec le soutien des Nations Unies. Excusez-moi, j'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. Merci. Merci beaucoup. Vous avez en effet mentionné la comptabilité environnementale, tout ce qui est comment on intègre dans la comptabilité les statistiques l'environnement. Et comme vous l'avez dit, c'est ce sur quoi travaille Viveka Palm. Et Viveka, je vais aussi vous donner une question d'un spectateur. Vous me direz si vous pouvez y répondre. Il demande si les 232 indicateurs de suivi des 17 objectifs du développement durable promus par les Nations Unies, donc par l'ONU, peuvent répondre aux défis environnementaux. Donc, vous me direz si vous pouvez répondre à ça. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette nouvelle comptabilité environnementale, en quoi ça consiste exactement et quelles sont les controverses qui existent derrière? I'm sorry, was that a question for me or are you moving to Je n'ai pas Viveka? compris, c'était une question pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Okay, yes. Viveka. Thank you very much. It's a question for me. If the indicators that are in the SDGs are Donc, c'est pour sufficient. savoir si les indicateurs dans les ODD sont suffisants pour les mesurer. Okay. Oui, je crois que c'est bien ce que le spectateur, la question qu'il a posée. Oui, ce sont celles sur lesquelles nous sommes mis d'accord au niveau international pour pouvoir effectuer des comparaisons. Et certes, une fois que vous vous penchez sur ces objectifs, alors ce sont d'autres questions aussi qui vont se poser, qui sont plus spécifiques et qui auront besoin donc de plus d'informations, de plus de détails. Donc, on va dire que ces indicateurs sont là pour nous donner une tendance générale, mais elles s'appuient aussi sur une série de données. Donc, si vous êtes dans un bureau de statistiques, beaucoup de gens vont poser différentes questions. Je pense à Xavier. Vous savez qu'il y a parfois des spécialités locales que vous allez vouloir connaître par rapport à votre groupe, votre secteur, votre région. Donc, vous savez, il y a toujours en fait beaucoup plus de données donc sous-tendues, je dirais. Et souvent, on s'en rend
on peut se rendre compte que les gens ont d'autres idées, d'autres perspectives en tête. Donc voilà, c'était juste pour revenir à cette question. Mais si vous voulez, je vais bien partager mon écran et j'espère pouvoir répondre à certaines de ces questions et surtout entrer un peu plus en détail. Donc là, je partage mon écran. J'espère que c'est bon. Merci beaucoup. Certains de mes diapositives sont en français, d'autres sont en anglais. J'espère que vous allez pouvoir les suivre. Alors, je vais parler un petit peu donc, de ces comptes environnementaux qui ont été lancés en 2012. Donc, nous avions des standards, des normes qui nous permettaient d'évaluer l'économie et de calculer l'interaction entre l'économie et l'environnement, et ce, grâce à différentes ressources. Aujourd'hui, je vais aussi un petit peu plus entrer en détail sur un nouveau domaine, sur l'écosystème et la manière dont nous utilisons, nous gérons l'utilisation de ces écosystèmes. Aussi pour l'Union européenne, une base a été décidée, à savoir que les pays doivent envoyer leurs statistiques. Ainsi, vous pouvez savoir quelles sont les émissions de carbone, quel est le niveau de ces émissions de carbone. Et vous pouvez aussi consulter ces informations donc, sur le site de l'INSEE. Ceci est valable non pas seulement pour les principaux acteurs de l'économie, mais également pour les voyages, les ménages. On va avoir ainsi davantage d'informations sur ces émissions de carbone. Viveka, je vous interromps une seconde parce qu'il y a un rectangle noir sur votre slide qui cache un bout de la slide. Aïe, aïe, aïe. Oh. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez décaler. Okay, is that us? Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Okay. If I do, I'm trying. J'essaie de le retirer. Là, il est en bas, il cache le bas. Ah, là, c'est bien. Okay, is it? Merci. Okay, great. Thanks for telling me. Thank you very much. Okay. Ok, merci beaucoup, c'est tout. Voilà, je voulais juste vous indiquer les statistiques dont nous disposons déjà et puis pour que vous puissiez en prendre connaissance, à savoir l'énergie qui est utilisée. Vous savez que c'est une source d'émissions de carbone. Ainsi, vous pouvez voir si éventuellement l'État doit surtaxer certains domaines s'ils portent préjudice à l'environnement. Nous calculons aussi les coûts publics, pour pouvoir protéger l'environnement suite à ces émissions. Nous montrons que c'est en train de ces matériaux qui sont utilisés dans l'économie, que ce soit la biomasse, les minéraux métalliques, non métalliques, mais également les combustibles fossiles. Donc ainsi, vous pouvez savoir quelle est la consommation de ces matériaux par les pays. Et puis, vous avez aussi tout ce qui concerne les secteurs des biens environnement, des services environnementaux. Donc, cette année, en mars, le système statistique a adopté une nouvelle norme pour intégrer la comptabilité des écosystèmes et pour l'intégrer dans le même cadre. Donc, cela pourra nous permettre de faire de nouvelles analyses. Pour l'UE, cela signifie qu'on pourra l'intégrer dans le système juridique
dans un autre module, et les pays on pourra envoyer au pays des informations sur la forêt, par exemple, et des répercussions de ces données sur la forêt, de manière générale. Nous sommes en discussion actuellement pour savoir le type d'information et le type de compte que nous transmettrons. En France, il existe déjà des statistiques de base qui sont bonnes parce que les comptes intègrent déjà cet élément et l'on peut voir exactement, on peut voir la production, la consommation en termes de forêt. Il y a un inventaire des forêts et un système de surveillance qui vient de la marine et des indicateurs de surveillance qui viennent des objectifs de développement durable. Il existe également la revue de l'état de l'environnement en France, qui est des comptes qui sont quadriannuels de l'état de l'environnement. Vous avez également des informations sur de l'Observatoire national de la biodiversité et de gestion de gestion durable des forêts. Je serais également très intéressée par ce qui pourra être développé par la suite. Donc, vous voyez un petit peu comment ces statistiques sont représentées. Donc, vous voyez les émissions de tonnes de CO2 en France. Et comme vous le voyez, elles diminuent au fil du temps. Donc, vous voyez la part des ménages, la part de l'industrie et des autres activités économiques. De même, vous pourrez voir le type de dépenses pour la protection de l'environnement. Et comme on peut le voir, elles augmentent progressivement. Et vous pouvez voir leur part dans le PIB français. Donc, certains sont des émissions, certains concernent l'eau, certains concernent la gestion des déchets, la protection de l'air, la lutte contre le bruit, la protection de la biodiversité, mais également la recherche et le développement, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, comme vous le voyez, les comptes montrent la production des activités et la pression qu'elles exercent sur l'environnement. Donc, vous n'avez pas seulement l'économie ou la terre, mais vous voyez également, vous pouvez voir de manière plus approfondie l'impact de toutes les activités. Nous avons tous les mêmes activités dans le monde, donc il est très facile de pouvoir les comparer. Et le type de politique appliquée par un pays est également représenté et visible. Donc, on peut voir les évolutions de l'économie, voir le niveau de décarbonisation dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et ce module d'écosystème va faciliter l'utilisation, la gestion des écosystèmes. On peut voir également si les services environnementaux sont toujours en place pour les forêts, l'agriculture et la gestion des eaux. On pourra également voir les activités économiques et son influence. On peut regarder également le système public économique
et notamment les impôts et les aides, et si tous ces éléments aident, favorisent le développement durable. Pour montrer un petit peu le type d'écosystème, des chiffres sur l'écosystème que l'on a, nous pouvons voir à travers cette illustration ce que l'on peut, la portée et de cet écosystème et de ce projet. En fait. Comme on peut voir, on n'a pas beaucoup changé pour, par exemple, l'herbe, mais par exemple, l'écosystème urbain a beaucoup changé, ce qui est le cas également pour les rivières et les lacs, pour ne citer que quelques-uns des éléments. Donc, grâce à ça, on peut vraiment regarder de manière précise et par pays l'évolution des écosystèmes. On peut voir également voir la propriété et l'évolution de la gestion de ces écosystèmes. Je vais citer certains des services des écosystèmes et on peut citer notamment la pollinisation, la filtration de l'air, la protection alimentaire, les évacuations et les services de divertissement. Merci beaucoup et pour votre attention et pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ces données. Je vais peut-être d'abord demander aux intervenants si vous voulez rebondir sur ce que vous venez d'entendre avant de poser d'autres questions. Est-ce que l'un de vous a envie de rebondir? Moi, ce que ça m'évoque, c'est un peu comment on relie ces nouvelles bases de données qui sont montées à la fois dans l'environnement, et c'était la question de Xavier sur le big data, on voit qu'on a de nouvelles données qu'on peut rassembler, mais comment on relie ça à ce qui existe déjà? Et donc, Tom, est-ce que vous pouvez rebondir sur cette question de l'appariement de ces nouvelles bases de données avec ce qui existe et quel est le cadre de ces nouvelles données? Et puis une autre question, première question, et deuxième question d'un spectateur qui vous demande j'aimerais savoir comment utiliser le big data en termes pratiques pour améliorer les données météorologiques et favoriser l'agriculture. Une question très précise pour vous. So if I should start perhaps with the question on how to use the framework. Si je peux commencer sur la question des cadres. Yes, and then we hear Tom. OK. Great, thanks. Merci. Donc, ce que vous pouvez faire avec ce système, c'est si vous êtes intéressé par la consommation générale et l'empreinte de tous ces aspects de la consommation, la manière dont les émissions, leur évolution, la modélisation de toutes ces données, eh bien, ces informations peuvent vous donner des informations sur la consommation et sur les répercussions concrètes de cette consommation dans un pays. Vous pouvez savoir également la quantité de ressources, par exemple, qui sont utilisées. Et vous pouvez voir le type d'industrie qui utilise le plus de ressources, ou vous pouvez savoir si ce sont plutôt les services qui utilisent les ressources plus ou moins par rapport à l'industrie. Mais c'est pourquoi vous devez regarder la consommation
et les services industriels, parce que vous pouvez lier ces données à d'autres éléments. Vous pouvez également voir comment fonctionne le système d'imposition. Par exemple, si les taxes sur le carburant sont trop élevées, vous pouvez voir si on peut les baisser ou les faire évoluer ou favoriser l'utilisation d'un autre type de carburant. Cet élément peut être utilisé pour mesurer le CO2, le niveau de CO2, et la manière dont l'Union européenne peut travailler sur la question, et notamment sur le système d'imposition nécessaire à mettre en place. Et c'est par l'association de toutes ces données. Tom Smith, pouvez-vous nous répondre un peu à la même question sur le big data, et puis à ce spectateur qui vous demande comment faire pour que les plantes poussent plus vite grâce au big data sur la météorologie? Of course, but I Oui, will... bien sûr, mais je vais commencer. Je ne suis pas météorologiste. Dans tous les domaines, vous devez améliorer 3 aspects. Vos données, la puissance de traitement et vos modèles et la modélisation. Et dans la météorologie, ces aspects ont été améliorés de manière importante. Mais je vais passer à l'économie maintenant et aux statistiques pour les spectateurs. Donc, l'aspect important, c'est les sources de données et l'éventail d'informations dont nous disposons est très important. Concernant le traitement, les instituts doivent traiter un grand nombre de données et les outils pour le faire ont été très améliorés par les instituts. Le troisième aspect, c'est la modélisation. Et je crois que nous en avons parlé dans cette session. Comment améliorer et affiner la modélisation pour mesurer l'économie, l'environnement et comment potentialiser, comment maximiser cette modélisation pour avoir des données très fines. Et pour moi, c'est la question la plus importante sur laquelle les statisticiens et les scientifiques discutent en ce moment. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus et puis nous dire pourquoi vous hochiez la tête tout à l'heure? Oui, volontiers. Alors, bien sûr, je rejoins Tom. Hein. Nous, notre devise à l'INSEE, c'est mesurer pour comprendre. Mais pour savoir ce qu'on veut mesurer, il faut avoir réfléchi, il faut avoir réfléchi au préalable. Et la statistique, c'est de toute façon une construction sociale, on sait bien. Je hochais la tête parce que vous disiez, Jade, améliorer le PIB, quelque chose que j'entends souvent. Or, depuis Stiglitz Fitoussi, la référence que vous citiez, qui était à la fin des années 2000, le sujet a été identifié comme il ne s'agit pas d'améliorer le PIB, il s'agit de le compléter par d'autres indicateurs. Le PIB, c'est déjà un couteau suisse qui est pas mal parce que, pour le dire grossièrement, c'est la somme des productions dans une économie, c'est aussi la somme des revenus monétaires. Tant que la question du montant de revenus, du partage de revenus est une question sociale et politique importante, et visiblement elle l'est toujours, on ne peut pas se passer du PIB. Mais le PIB ne fait pas tout. Daniel Van Rompuy a montré toutes les dimensions dans lesquelles la commission Stiglitz-Fitoussi avait dit qu'il faut pousser les statistiques. Donc, il s'agit
documenter le sujet des inégalités de revenus, d'épargne, de consommation, de patrimoine, on le fait. Il s'agit de mesurer le travail non rémunéré, notamment celui le plus souvent des femmes dans les activités domestiques, on le fait, ce n'est pas dans le PIB, mais on peut le mesurer régulièrement. Il s'agit d'avoir plus de données sur le travail, l'éducation, le capital humain, on le fait. Il s'agit d'avoir plus de données sur la santé, les conditions sociales, le bien-être subjectif. On a une enquête où on mesure chaque année, on demande chaque année aux gens, ça n'intéresse pas beaucoup quand on publie, mais ça existe. On demande chaque année à un échantillon de personnes à combien elles évaluent leur bien-être subjectif sur une échelle de 0 à 10, et puis on regarde si c'est plutôt lié à l'état du revenu, à la situation sanitaire, aux liens sociaux et amicaux que les gens ont, etc., etc. Et puis, bien sûr, à la comptabilité environnementale et climatique. Mais il ne faut pas poursuivre, mais on voit bien que ça est multifactoriel. Alors, on peut verser dans une espèce d'exubérance d'indicateurs comme les indicateurs de développement durable de l'ONU. Il y a 17 chapitres, mais c'est de l'ordre de 250 indicateurs au passage. On peut avoir, c'est dans une loi votée à l'unanimité dans la mandature précédente, 11 indicateurs de développement durable qu'on mesure, qu'on publie à l'INSEE, qui pourraient faire l'objet d'un débat au Parlement, puisque c'était prévu en annexe de la loi de finances. Ça n'a pas eu lieu, mais c'est possible, les indicateurs existent. Mais l'idée qu'on va pouvoir résumer tout ça en un indicateur synthétique unique avec une même métrique monétaire, je crois, est vraiment une chimère. Et tant qu'on parle de ça, on passe à côté de l'essentiel. Et puis, au bout du compte, si vous voulez, si on a un problème de soutenabilité environnementale, nos enfants et nos petits-enfants, si la moitié de la planète n'est pas habitable, ça leur aurait été plus de secours qu'on ait plus de revenus aujourd'hui. Donc, à un moment donné, le revenu et la soutenabilité environnementale, ce ne sont pas des choses substituables et il n'y a pas de raison de vouloir les mettre dans un indicateur unique. Voilà pourquoi je hochais la tête, Jeanne. Et puis, si j'ai la parole, peut-être, mais sans en abuser, je voudrais rebondir sur ce que Xavier a avancé, hein, l'idée d'avoir… Donc, c'est sur le sujet, si j'ai bien compris Xavier, je crois que j'ai bien compris, de bien évaluer les politiques publiques et aussi de bien prendre la mesure de l'acceptabilité de politiques environnementales en ayant en compte la diversité des situations des Français. Donc, c'est éminemment important de faire ça. Évidemment, pour ça, il faut sortir de la moyenne, il faut regarder les situations individuelles à un niveau géographique, de composition familiale, de revenus très fin, en tenant compte des déplacements domicile-travail, en tenant compte de l'état du logement, du chauffage, etc. On n'a aucune base de données Big Brother qui nous permette d'embrasser tout ça pour chacun des Français. Et il ne faudrait pas le faire, personne n'a envie de faire ça. Donc, on a des enquêtes qui sont des enquêtes spécialisées et il faut essayer non pas d'apparier les enquêtes, parce apparier n'est pas le bon mot, parce qu'on n'a pas c'est pas les mêmes échantillons, et Dieu merci, c'est pas aux mêmes personnes qu'on demande de répondre à tout ça dans nos enquêtes. Au passage, les enquêtes sont utiles, hein, le big data ne répondra pas à tout ce que j'ai dit là, hein, composition familiale, revenus, déplacement de chauffage, etc., etc. Il faut des enquêtes auprès des gens. Donc, on fait des enquêtes, il y a des enquêtes sur le revenu, il y a des enquêtes sur le logement, il y a des enquêtes sur les déplacements, il y a des enquêtes sur la composition du budget. Et ce qu'on essaye de faire, c'est, pour essayer d'incorporer les informations qui sont issues des enquêtes, imputer des informations d'un échantillon sur l'échantillon de l'autre enquête. C'est quelque chose qui est éminemment fragile, mais qu'on essaie de faire. Par exemple, en 2019, on avait voulu, pour comprendre le phénomène des gilets jaunes, regarder comment les différents événements qui avaient marqué l'évolution du revenu en 2018, c'est une année assez atypique 2018 en matière de revenus, avaient pu impacter différemment les Français. Donc, je fais vite, hein. En 2018, il y avait eu augmentation des prix du pétrole et augmentation de la taxe sur les produits énergétiques, mais il y avait eu en début d'année une baisse de cotisation sociale qui devait être ultérieurement contrebalancée par une hausse de la CSG. Donc, qui ne touchait pas les retraités, la baisse des cotisations sociales, mais qui touchait les actifs. Et la question qu'on s'est posée, on a publié ça en mars 2019, c'était dans quelle mesure la hausse du prix de l'énergie, du fait des taxes et du prix du pétrole, avait contrebalancé et avait en fait épongé la baisse des cotisations sociales. Et on pouvait voir, mais c'est un travail très compliqué, il faut encore une fois
essayer de mixer des sources qui sont accessibles à tous les chercheurs, hein, du reste, hein, dans des conditions de respect de la confidentialité, de l'anonymat des personnes qui auraient pu. Et on avait vu qu'évidemment, c'était très différent. Les retraités étaient toujours perdants, alors que les actifs pouvaient être gagnants, mais c'était très différent selon les revenus et surtout selon la situation géographique, selon qu'on vive en ville ou en commune rurale, compte tenu de la spécificité qui était la hausse des prix des produits d'énergie. Donc, c'est ce genre de choses, je pense, qui va dans le sens de ce que dit Xavier. Mais il ne faut pas rêver non plus, là encore, je veux essayer de vous prévenir contre toute chimère, quoi. Il ne faut pas rêver de la grande base de données où on a un niveau assez fin, un ensemble d'informations qui permettent d'évaluer un niveau de granularité excessif l'ensemble des politiques publiques. On a un ensemble d'outils et à un moment donné, on est du reste plus dans le domaine de la recherche économique, de l'évaluation des politiques publiques que dans la statistique publique à proprement parler. Donc, c'est pas une question d'argent ou d'investissement, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire on met 8 millions d'euros sur la table et on a cette super base de données pour calibrer nos politiques. Non, l'argent est fait, parce que l'argent nous dimensionne la taille de nos échantillons d'enquête et le nombre d'enquêteurs que j'ai à l'INSEE qui est plutôt en régression, les moyens que j'ai pour faire les enquêtes qui n'est pas en augmentation depuis 20 ans. Nous limite. Donc, évidemment, si on avait plus d'argent, on pourrait avoir des échantillons plus gros et ça permettrait de se rapprocher de l'objectif que formule Xavier. Mais sauf vraiment à supposer une espèce de répertoire où on aurait les informations sur tout le monde, il faut quand même bien avoir en tête qu'il y a des limites à ce que l'infrastructure statistique peut faire. D'accord. Je vois que Xavier a levé la main, je le laisse répondre et ensuite on donnera la parole à Viveka qui voulait également intervenir. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc. Je suis d'accord avec lui, il ne s'agit pas de faire une base de données qui permettrait d'évaluer systématiquement toutes les politiques. Mais on a quand même besoin d'une information aujourd'hui sur les individus, sur les ménages, sur les inventaires d'un certain nombre de choses, comme par exemple le logement, l'automobile, qui sont des éléments qui ont des interactions très fortes avec l'environnement, qui doivent être construits et dans lequel ça vaut la peine de mettre de l'argent. Donc voilà, je pense qu'on a tendance à vouloir réduire la statistique publique et à réutiliser des données existantes et de faire des économies, mais on ne fera pas la transition environnementale sans mettre de l'argent sur les outils d'information. L'argent qu'on dépense dans le crédit d'impôt pour la rénovation des bâtiments énergétiques, pour l'efficacité énergétique, ça représente des sommes qui sont considérables chaque année. Ce que montre Mathieu Glachan, c'est que ces sommes, elles sont en gros à un taux d'efficacité par rapport à ce qui est attendu entre 10 et 20%. La différence entre une politique efficace et une politique pas efficace, ça se chiffre en milliards. Et donc, ce n'est pas le coût des enquêtes qu'il y a derrière qui devrait être le déterminant de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Par ailleurs, il ne s'agit pas de construire donc une base de données unique et intégrale, mais on peut quand même, par exemple, avoir une enquête budget des familles qui soit annuelle. On peut avoir, au lieu d'être quinquennale, on peut avoir une enquête budget des familles avec une dimension de panel, c'est-à-dire des individus qui sont suivis, qui serait aussi renforcée avec des individus qui sont suivis 2 ans, 3 ans, parce que c'est aussi très important pour voir l'impact des politiques qui sont conduites auprès des individus. Donc, sans construire une grande base qui permet de tout évaluer et qui serait celle de Big Brother, on peut quand même largement investir dans les outils statistiques et je pense que ça doit être une direction parce que ces politiques environnementales, elles vont coûter très très cher. Il faut qu'elles soient efficaces et que si on n'a pas les instruments pour pouvoir les mettre au point et les faire fonctionner, on n'y arrivera pas. Et juste une question avant de donner la parole à Jean-Luc très rapidement. Vous ne trouvez pas qu'on est dans la surenchère on a parlé là de tous les nouveaux indicateurs environnementaux, où à chaque fois qu'on a un problème, on se dit on va créer une nouvelle base de données, un nouvel indicateur, et sans que ce soit vraiment une réponse? Alors, je ne sais pas si on est dans la surenchère. Le fait est qu'une question qu'on peut se poser, hein, qui fait partie d'un peu de la séance de cet après-midi, c'est si les informations dont parle Xavier, on peut les avoir par du big data, enfin des nouvelles sources de données, ou s'il faut les avoir forcément par des enquêtes.
Et le fait est que dans bien des cas, rien quand même ne permet de se passer d'enquête de terrain où on demande vraiment, on entre avec un protocole d'enquête et de questionnaire assez approfondi dans le vécu des gens. Alors, moi, c'est suffisamment rare que quelqu'un demande plus de moyens pour les statistiques publiques. Je ne vais pas du tout m'y opposer, hein. Donc, Xavier, je supporte bien sûr cela. Je ne dirais pas qu'il faudrait faire budget des familles tous les ans, mais enfin, on peut discuter de différentes propositions dans le respect de l'argent du contribuable. Malgré tout, je suis un trop vieux fonctionnaire pour penser qu'il suffit d'avoir des bonnes statistiques pour faire des bonnes politiques publiques, hein. Je ne crois pas que la pauvreté des statistiques publiques ait été le facteur limitant à la qualité de nos politiques publiques pour les quelques décennies où j'ai eu à traîner dans les cercles de différents pouvoirs. Merci. Viveka, vous vouliez rebondir, allez-y. Thank you very much. I wanted to say that when creating a good statistic Je voulais system, dire que pour créer un bon système de statistiques, when it comes to environment, s'agissant really de l'environnement, to have the system, to have all the information of the economy that we toutes les do. informations sur les économies, enfin en tout cas celles qui sont à notre disposition. And then I'm trying to, and then also what we've been talking about that Tom was mentioning, that we nowadays have a possibility to see more about the transportation system. That's really crucial. Nous avons aussi parlé de tout ce qui a trait au transport public, donc qui est un point important, essentiel. I'm sorry, I'm getting several, I'm hearing, I have problems to, I probably should, yeah, no, I know. No, I hope I will. Excusez-moi, j'avais quelques problèmes de son. Alors, tous les bureaux de statistiques dépendent des enquêtes, mais également des dossiers administratifs. Et nous avons énormément de données. Et avec ces big data, nous allons pouvoir obtenir des informations plus rapidement. Mais lorsqu'il s'agit des personnes plus modestes, nous pouvons le voir dans le cadre des objectifs de développement durable. Nous voyons qu'il y a des groupes vulnérables qui ne sont pas suffisamment visibles dans le système et pour lesquels nous aurions besoin de trouver de nouvelles manières de s'insérer à eux, de les intégrer. Cela peut valoir pour via la recherche, des enquêtes spécifiques ou alors, encore une fois, des enquêtes ciblées, en tout cas ciblant les jeunes gens parce que souvent on s'adresse aux gens à partir de 16 ans et plus. Aussi, je dirais que plus nous allons intégrer l'information et plus nous devrons être inventifs, créatifs pour les apprendre et les comprendre et parvenir à nos objectifs. La société est divisée en différents secteurs, donc les statistiques ont été élaborées, pensées de cette manière, mais à présent, nous les recoupons et c'est notre manière de travailler. Comme Tom l'a dit, nous essayons vraiment d'inclure le plus de personnes possible, hein, c'est une communauté, et nous essayons d'apprendre les uns des autres pour apporter des réponses à ces sujets ô combien délicats. Merci. Nous en sommes à la fin de notre conférence. Alors peut-être... Jean-Luc Tavernier, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux spectateurs sur quand ils voient un chiffre ou un sondage arriver sous leurs yeux ou ce qu'on présente comme une enquête, quels critères ils doivent regarder pour savoir s'ils peuvent se fier aux chiffres ou pas? Est-ce que c'est la taille de l'échantillon, le taux de réponse, la formulation des questions? Enfin, donnez-nous un peu le kit de survie pour savoir si on peut se fier à une statistique ou pas. Et ensuite, on fermera la conférence. Votre micro. J'y suis. C'est difficile ça, parce que je ne veux pas non plus me poser en donneur de leçons et en érigir quelqu'un qui érige les bonnes pratiques. Mais si de fait, nous avons, côté statistiques publiques, un ensemble de processus qui visent à labelliser nos enquêtes et à vérifier qu'elles ont toute la qualité requise avant du reste de les rendre obligatoires. Donc, c'est un petit peu normal. Déjà, je dirais, quand c'est vraiment pas documenté, méfiez-vous. C'était le cas du million de pauvres. Voilà, ça tombe comme ça, il n'y a aucune documentation, on ne sait pas d'où ça sort.
Deuxièmement, quand, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand c'est assorti d'aucune réserve, c'est présenté comme une vérité sans précaution, méfiance. En général, quand c'est des choses statistiques, on est tellement sérieux, les bons élèves, qu'on s'entoure de tout un tas de précautions en disant « Ah oui, mais peut-être que, mais attention, le domaine de validité est ceci, cela ». Troisièmement, quand il s'agit d'enquête, évidemment, la taille de l'échantillon compte, mais pas seulement. Une enquête qui est, comme c'est le cas souvent aujourd'hui, est posée aux personnes uniquement par Internet, c'est un sujet, hein, parce que évidemment, on n'a pas une couverture totale et on a une couverture biaisée si on fait des questionnaires uniquement par Internet. C'est un peu ce que Viveka vient d'ailleurs de dire. Et pas seulement le mode d'interrogation, il y a aussi le taux de réponse. Quand on ne vous donne pas le taux de réponse, bon voilà, c'est suspect quand même. Et puis, quatrièmement, une bonne enquête, c'est quand même une enquête qui est répétée dans le temps. Si on vous dit aujourd'hui, il y a 38% de personnes qui sont vulnérables dans la crise, et qu'on n'a qu'un point de référence ou même aucun, et bon, bah, c'est ininterprétable, on n'en tire rien. Donc, il faut vraiment des enquêtes qui soient un petit peu continues dans le temps pour pouvoir, en fait, juger des évolutions au vu de ces enquêtes. Voilà, à mon avis, un ensemble de précautions qui ne sont sans doute pas exhaustives, mais qui permettent un petit peu de s'entourer de précautions lorsqu'on reçoit l'information. Et puis voilà, et puis si évidemment, le dernier critère, le meilleur, c'est si c'est tamponné INSEE, et pas seulement INSEE, statistiques publiques. On a parlé tout à l'heure de l'état des ressources naturelles. Moi, je viens de recevoir sur mon bureau, là je le montrais tout à l'heure à l'écran, j'essaie de le retrouver, voilà, un superbe opus de 300 pages, c'est le service statistique du ministère de la Transition écologique. C'est 300 pages sur les ressources naturelles de la France et il n'y a rien à faire, ça ne se résumera pas en un indicateur monétaire unique, encore une fois. Et donc, quand c'est statistiques publiques, INSEE ou service statistique ministériel, là, vous pouvez y aller. Je suis censé, c'est les règlements européens qui m'y obligent, d'ailleurs, Viveka, me porter garant moi-même de la qualité de ce qui est produit. Voilà. Formidable. Eh bien, merci beaucoup à tous. Il est 16h32. C'est la fin de cette table ronde. Merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir enrichi ce débat. Au revoir. Merci, Jade. Merci, Jade. Merci à tous.